Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Scriptonautes, les mondes de l'écriture. Alors comme d'habitude, on va juste se rappeler un peu de ce qu'on a fait auparavant. On a vu l'histoire des histoires, comment écrire des bonnes histoires, comment écrire des bons personnages. On a vu une très longue introduction sur la dramaturgie, comment structurer son histoire. Puis ensuite on a parlé de comment construire un univers, le fameux world building. Et à partir de ce cours-là, on va s'intéresser aux différents médiums sur lesquels on peut écrire. On peut écrire pour le cinéma, pour le jeu vidéo, pour une série, ou tout simplement écrire aussi un roman si vous désirez sauter le pas. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à la partie écrire pour le cinéma qui est la plus intéressante dans un premier temps parce qu'elle est il y a un besoin sur le marché et donc l'idée c'est de vous former pour que vous ayez toutes les compétences possibles, pour que vous ayez une bonne compréhension du métier, qu'est-ce qui est demandé, quels sont les supports techniques, etc., etc. Alors tout d'abord, revenons sur le cinéma qui est un médium avant tout visuel. Le cinéma est un art narratif qui combine justement des images en mouvement. Rappelons-nous que cinéma, ça vient du grec, ça veut dire mouvement. Et ça combine aussi, évidemment, depuis quelques plus que des dizaines d'années, le son évidemment, donc le cinéma est parlant, pour raconter une histoire. Cette forme d'expression artistique est ainsi caractérisée par sa capacité à évoquer des émotions visuelles et auditives, ce qui va créer une expérience immersive unique. Quelques caractéristiques propres au cinéma, ça va être le montage. Le montage va jouer un rôle clé dans le rythme et la structure du récit, ce qui va permettre de juxtaposer des images et des scènes pour renforcer l'impact émotionnel. Il va y avoir des notions de cadrage, donc là on est plus au niveau de la réalisation, mais tout ceci importe. Le choix du cadrage, plan large, gros plan, etc., va influencer la perception des personnages et des événements, ce qui va orienter l'attention du spectateur. Et après, il va y avoir une notion de mise en scène. La mise en scène va englober l'ensemble des choix artistiques, des mouvements des acteurs au décor, en passant par la lumière, ce qui va créer une atmosphère qui va justement soutenir le récit. Quelles implications? Cette dualité visuelle et sonore va pousser les scénaristes à penser en termes de composition d'images et de dialogue, ce qui va rendre justement chaque élément narratif essentiel à l'expérience globale du spectateur. L'écriture cinématographique, c'est ça le terme clé, hein, donc c'est écrire pour le cinéma, va nécessiter une réflexion approfondie sur la manière dont chaque scène sera traduite visuellement à l'écran en considérant tout d'abord le symbolisme visuel. Les objets et les actions peuvent véhiculer justement des significations supplémentaires. Donc on peut avoir une première grille de lecture, une deuxième, une troisième, etc. Les transitions, donc on va passer d'une scène à une autre. L'utilisation de transitions comme les fondus, les coupes, etc. peut modifier le rythme narratif et influencer la manière dont l'audience perçoit le passage du temps ou le changement d'état émotionnel, typiquement l'ellipse temporelle, où on passe d'un moment à un autre qui ne sont pas forcément connectés directement dans le temps, sans explication, ce qui peut comme ça accélérer le rythme de l'histoire. Revenons un peu sur la nature visuelle du cinéma. Il y a d'abord la visualisation de l'histoire. Le cinéma en tant que médium principalement visuel privilégie l'image au dialogue. C'est vraiment très important de raisonner en termes d'image, même si nous on va être sur l'écriture, mais il faut avoir cette idée que tout sera retranscrit visuellement. Justement, les scénaristes doivent donc se concentrer sur la manière dont chaque scène se déploie visuellement, ce qui va impliquer une attention particulière à la composition de l'image, au mouvement des personnages et à l'environnement qui les entoure. Et évidemment, attention, le scénariste n'est pas le réalisateur. Il peut se confondre avec le réalisateur, on aura ici un auteur-réalisateur, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais le scénariste doit, même s'il est au stade de l'écriture, raisonner en termes d'image. L'importance de l'image, c'est que les éléments visuels tels que les décors, les costumes et les jeux de lumière doivent tous contribuer à la narration. Chaque plan doit être pensé comme une peinture vivante qui va évoquer des émotions et des informations. C'est pas parce que le scénariste n'est pas le réalisateur qu'il ne doit pas s'imaginer au sens littéraire du terme, donc s'imaginer voir à travers une image son scénario. En termes d'action et d'expression, les actions des personnages, leur expression faciale, leur langage corporel sont essentiels pour transmettre des sentiments et des intentions sans recourir aux mots. On verra en général sur un médium visuel tel que le cinéma, parfois et très souvent,
les silences, les expressions des personnages en disent beaucoup plus que des dialogues. Un personnage évidemment qui sourit peut signifier la joie ou l'ironie selon le contexte visuel. En termes de cadre et de composition, donc là c'est un peu plus spécifique à la réalisation, les choix des angles de caméra et la composition des plans sont cruciaux pour guider l'attention du public. On peut y penser dès l'étape du scénario. Un gros plan sur un personnage peut révéler des émotions intenses, tandis qu'un plan large peut situer justement le personnage dans son environnement, ce qui va ajouter une dimension contextuelle. En termes de son et d'ambiance, le son dans le cinéma ne se limite pas qu'au dialogue, il va englober une multitude d'éléments tels que les bruitages, la musique et les silences. Chaque composant sonore joue un rôle crucial dans la construction de l'expérience narrative. Les dialogues, eux, sont évidemment très importants, sont en soi la voix des personnages et peuvent véhiculer des émotions, des motivations et des relations interpersonnelles. La manière dont un personnage parle, le ton, le rythme, l'articulation, peut profondément influencer la perception du public. Les bruitages et les effets sonores sont très importants, ils vont apporter de la texture à l'image et aident à créer un environnement immersif, qu'il s'agisse du bruit des pas sur le gravier ou du souffle de vent. Chaque son va contribuer à la crédibilité de la scène. On en a parlé dans un autre cours, un des termes clés c'est l'immersion. Donc l'idée c'est de réussir à faire en sorte que le spectateur s'immerge dans son film de la manière la plus directe. La bande sonore, en termes de musique, est un outil puissant pour évoquer des émotions et souligner des moments clés de l'intrigue. La musique peut intensifier des scènes d'action, renforcer des moments de tension ou de joie et donner le ton à l'ensemble du film. Sur l'écriture, quelle implication ? Pour les scénaristes, envisager le son est essentiel lors de l'écriture. Les dialogues doivent être écrits non seulement pour être perçus visuellement, mais aussi pour fonctionner en harmonie avec les éléments sonores. Les scénaristes doivent également envisager des pauses et des moments de silence, ce qui peuvent parfois parler plus fort que les mots. C'est ce qu'on dit, le silence parfois a plus de poids qu'un mot. Quelle interaction entre le son et le visuel ? Le son doit compléter les visuels, créant ainsi des moments mémorables. Il faut qu'il y ait un dialogue entre le son et l'image, évidemment, c'est une combinaison des deux. Et le son va amplifier l'impact émotionnel de la scène. Un bruit de cœur battant en crescendo peut intensifier une scène de suspense, tandis qu'une mélodie douce peut accompagner un moment de tendresse. Le rythme, on en a aussi parlé plusieurs fois, on parlait aussi de pacing, est extrêmement important, et ça peut être géré, et doit être géré dès l'écriture du scénario. Le rythme narratif est justement essentiel dans le cinéma, ce qui va influencer la perception et l'engagement du public. Un bon rythme capte l'attention, tandis qu'un rythme mal dosé peut entraîner justement une certaine forme d'ennui, de déconnexion, et justement on aura perdu notre pari de l'immersion. Quelles conséquences sur le temps ? C'est qu'en moyenne un film dure entre 1h30 et 2h, maintenant ça va un peu plus loin, maintenant des films de 2h, voire même de 3h et plus. Les scénaristes doivent optimiser chaque moment pour éviter les longueurs et garantir que l'histoire avance efficacement. Le médium du cinéma, il faut prendre cette contrainte de temps, il faut l'avoir en tête. Voilà, on est entre 1h30 et 2h30 en moyenne. Alors, il faut réfléchir en termes de rythme. Voilà. Quelques techniques de rythme, il va y avoir le montage. Le montage peut être même pensé, entre guillemets, dès l'écriture du scénario. L'idée, c'est de contrôler le flux de l'histoire, ce qui va permettre des transitions fluides ou abruptes. Un montage rapide dynamise les scènes d'action, tandis qu'un montage lent renforce les moments dramatiques. Sur la durée des plans courts créent une sensation de vitesse, tandis que des plans longs vont encourager la réflexion. Chaque moment doit être réfléchi pour maximiser justement son impact. Les transitions, on peut l'écrire dès le scénario, et après ça pourra être confirmé ou non au moment du montage. Donc les types de transitions, on en verra quelques-unes, les fondus, les coupes, vont influencer le rythme. Des transitions douces vont fluidifier le passage entre les scènes, tandis que des coupures brusques vont surprendre le spectateur. Quelle interaction entre image et scénario ? Il y a une certaine forme de synergie. Justement, l'écriture cinématographique repose sur une harmonie entre le scénario et les éléments visuels. Chaque scène doit être conçue pour interagir avec les visuels, ce qui va permettre une narration fluide et cohérente. Et enfin, notre but ultime, c'est de capter l'attention du public.
Quelques techniques d'interaction, les symboles visuels, justement, les images peuvent porter des significations profondes. Par exemple, un reflet dans l'eau peut symboliser la dualité d'un personnage ou un changement imminent. On peut aussi utiliser des métaphores visuelles, utiliser des images pour représenter des concepts abstraits. Par exemple, un personnage qui grimpe une montagne peut représenter sa lutte personnelle ou une ambition. On peut utiliser l'art de la répétition et introduire comme ça des motifs répétitifs, introduire des éléments visuels tout au long du film, comme une couleur ou un objet, ce qui va renforcer des thèmes clés et créer une connexion émotionnelle, ce qui va justement permettre de tisser des liens entre différentes scènes. Le tissage des scènes est aussi un terme clé, et de rappeler aux spectateurs les enjeux émotionnels. Alors, intéressons-nous pour l'instant au style d'écriture. Tout d'abord, quand on écrit un scénario, donc le scénario c'est notre outil de base en tant que scénariste, donc c'est un document manuscrit. On ne le fait plus à la main évidemment, maintenant tout est fait sur ordinateur. Tout d'abord, sur le style d'écriture, quand on écrit son histoire, on écrit au présent. Ça c'est vraiment la première chose à savoir, c'est la norme dans le scénario. Cela place le lecteur dans l'immédiateté de l'action, rendant les événements plus vivants. Quelle implication? Tout d'abord, une immersion. Écrire au présent crée une expérience immersive où le public ressent chaque moment comme s'il se déroulait en temps réel. L'urgence aussi, ça va transmettre un sens de l'urgence de l'action essentiel justement pour maintenir l'intention du spectateur. Exemple, plutôt que d'écrire justement Forrest Gump courait sur son scénario, ce qu'on va plus faire si on écrivait un roman, on écrit Forrest court, ce qui va placer immédiatement le lecteur, que ce soit le lecteur du script, parce qu'on peut parler de scénario ou de script, dans l'instant présent et ce qui va rendre la scène beaucoup plus dynamique. Écrire avec concision, donc c'est la différence avec le roman, on n'est pas là pour écrire de la prose à l'infini et mille et une descriptions. Un scénario, un script, c'est un outil technique. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, il faut être concis sur son écriture. Et chaque mot doit avoir une fonction dans son scénario, sinon on le supprime, tout simplement. Quelle implication? La clarté, un dialogue et des descriptions concis permettent une compréhension immédiate de l'action et des émotions, et surtout en termes d'efficacité, des phrases courtes et percutantes va faciliter le travail des réalisateurs et des acteurs, ce qui va leur permettre de saisir rapidement l'essence de chaque scène. Par exemple, au lieu de décrire longuement un décor, une description comme on peut le faire dans un roman, on peut faire une description assez simple, comme par exemple une rue bondée sous la pluie. Ça transmet en l'occurrence efficacement l'ambiance et le contexte. Écrire l'image et le rythme. Le style d'écriture cinématographique doit être visuel et rythmique. Chaque élément de la narration va contribuer à l'image finale projetée à l'écran. Quelle implication? Les descriptions doivent évoquer des images claires et frappantes, utiliser des adjectifs et des verbes d'action dynamique, ce qui va enrichir le récit visuellement. En termes de rythme, l'écriture doit correspondre au rythme du montage. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est qu'on peut, en tant que scénariste, et on doit créer son propre montage, c'est-à-dire des accélérations dans l'action, des ralentissements dans l'action, etc., pour faire en sorte que justement on puisse à chaque fois surprendre le spectateur et surtout pour pas qu'il s'ennuie. Voilà. Un rythme trop long peut-être qui sied bien à la contemplation, peut être ennuyant au bout d'un moment. Un rythme trop intense qui est soutenu tout au long de longues minutes peut être assez fatigant et usant pour le spectateur. Donc l'idée c'est de jouer sur ce rythme-là, accélération, ralentissement de l'action. On écrit tout d'abord, et on l'a dit, c'est le cœur de notre métier, c'est écrire des émotions. L'émotion va capter l'attention du public, enrichir l'expérience narrative, ce qui va créer un lien profond entre les personnages et les spectateurs. Quelques techniques de transmission, évidemment, ça va passer par les dialogues. Écrire des dialogues naturels et percutants va révéler les émotions des personnages. Les silences et les pauses ajoutent également une profondeur émotionnelle. Les descriptions, l'idée c'est d'utiliser des descriptions précises, par exemple des expressions faciales, de la gestuelle, du langage corporel pour transmettre l'état émotionnel. Justement, l'idée c'est d'inclure des détails sensoriels pour intensifier l'expérience. Pourquoi pas parler des odeurs, des sons, justement, évidemment, qui impactent nos personnages. On l'a dit et répété plusieurs fois,
ce qui est clé dans une histoire, c'est l'évolution des personnages. On parle aussi de transformation du personnage, voire de métamorphose. L'idée, c'est, tout au long de notre histoire, c'est montrer un développement émotionnel au fil de l'histoire, justifiant les changements de comportement par des expériences vécues. L'idée aussi, c'est de créer des moments clés, des moments pivots aussi. On parle de moments pivots, créer des moments dramatiques ou poignants qui marquent un tournant émotionnel, soigneusement placé pour maximiser leur impact par l'audience. Alors, la prémisse est un mot très important dans l'écriture de scénario, avant même d'avoir écrit son scénario. Qu'est-ce que c'est que la prémisse? C'est une déclaration concise, très courte, qui résume l'idée centrale d'une histoire. Elle sert de fondation à l'intrigue, elle va identifier le protagoniste, première chose, le conflit principal et le cadre général de l'histoire. Les caractéristiques de la prémisse sont d'abord la clarté, la prémisse doit être facilement compréhensible sans jargon complexe, la breveté, elle est généralement formulée en une seule phrase ou un maximum de 2 phrases, ça peut être un peu plus long, mais en général c'est une phrase. Plus la phrase sera courte et exprime au mieux le concept du film, mieux ça sera. En termes d'émotion, une bonne prémisse va évoquer un certain degré d'émotion, d'intérêt et surtout de tension dramatique. L'idée ici, c'est, avant même d'écrire une bonne histoire, c'est de réussir pour soi et ensuite pour ses partenaires, donc pour un futur producteur, pour quand on est sur un marché du scénario, etc. Et pour pouvoir présenter très rapidement son histoire, il faut commencer par la prémisse, c'est-à-dire réussir à décrire de façon très brève et de façon très concise son histoire. Quel est le rôle et pourquoi c'est crucial la prémisse? C'est un guide narratif. La prémisse nous aide en tant que scénariste à garder le cap sur le cœur de l'histoire tout en développant le scénario. C'est aussi, comme je l'ai dit, c'est un outil de décision. Il va servir de référence pour évaluer si chaque scène ou élément de l'intrigue est en adéquation avec le concept de base. Et c'est aussi une accroche commerciale. Une prémisse bien formulée va attirer l'attention des producteurs, des studios et des audiences. Sur le public, une prémisse forte va justement générer de l'excitation et de l'attente, tout en établissant les attentes sur le ton et le style du film. Comment formuler une prémisse efficace? Tout d'abord, en termes de structure. Alors, là, c'est très important, on l'a dit, donc il faut d'abord définir un protagoniste, qui est le personnage principal. Sur le conflit, quel défi ou quel obstacle doit-il surmonter? En termes d'enjeu, qu'est-ce qui est en jeu pour le protagoniste? Les éléments clés à garder à l'esprit, c'est qu'il faut que ça soit unique et original. L'idée, c'est d'éviter absolument les clichés, on en a parlé. Il faut que notre histoire soit originale, sinon à quoi bon raconter une histoire qui a déjà été racontée? Une prémisse distinctive se démarquera, tout simplement. L'idée, c'est aussi de poser une question dramatique. La prémisse devrait susciter l'intérêt du public en posant une question à laquelle il souhaite répondre. Quelques exemples de formulation. Pour un film d'aventure, ça va résonner en vous. Ça peut être tout simplement un jeune archéologue doit retrouver un artefact ancien avant qu'un groupe de voleurs ne s'en empare. Évidemment, là, vous voyez très bien, on pense à Indiana Jones. Pour une comédie romantique, une femme indépendante rencontre un homme charmant lors d'un mariage et doit choisir entre l'amour et sa carrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un high concept? Un high concept peut être formulé au moment de la prémisse. C'est une idée d'histoire qui est à la fois simple et unique, souvent immédiatement compréhensible par le public. En anglais, un haut concept, si on traduit en français. Elle va se caractériser par un concept audacieux qui peut être facilement résumé en une phrase accrocheuse. Quelques caractéristiques, c'est que ça doit être instantanément compréhensible. Le public peut saisir l'idée centrale sans explication complexe. Il faut qu'il y ait des éléments visuels forts. Les high concepts se prêtent souvent à une représentation visuelle marquante, ce qui les rend idéaux pour le cinéma. Et en termes d'appel commercial, ces idées sont souvent conçues pour attirer un large public et maximiser les ventes. Quelques exemples de high concept, si on définit Inception, c'est un voleur de rêve, vous voyez qu'on est sur une idée de prémisse aussi, un voleur de rêve utilise la technologie pour implanter des idées dans l'esprit des gens. Voilà. Pour Jurassic Park, des scientifiques ramènent les dinosaures à la vie pour un parc d'attractions, mais tout tourne mal. Pour Terminator, un cyborg du futur est envoyé dans le passé pour assassiner la mère du leader de la résistance humaine. Donc toute l'histoire se résume
d'un certain côté, à cette prémisse, au concept. Donc on a vu la prémisse, on va parler du pitch. Il y a une certaine forme de ressemblance entre la prémisse et le pitch, et il y a quelques nuances entre les deux. Donc le pitch, c'est une présentation succincte qui résume l'essence d'un film. On pourrait confondre à certains moments les deux, hein, la prémisse et le pitch. Le pitch doit capturer l'intrigue principale, les personnages clés et le ton général de l'œuvre. En termes d'importance, il attire l'attention des producteurs, des investisseurs et du public. Ça sert de fondation dans le développement du scénario. Quelle structure d'un bon pitch? Un peu comme la prémisse, avoir une bonne accroche, une phrase d'ouverture captivante qui intrigue, un conflit, le défi principal que les personnages doivent surmonter, et la résolution, une brève indication de comment le conflit pourrait être résolu sans révéler la fin. Par exemple, un homme simple, c'est l'accroche, cherche à retrouver son amour d'enfance, le conflit, tout en influençant des événements marquants, la résolution. Vous pensez évidemment ici à Forrest Gump. Pareil que la prémisse, il faut que ça soit clair, utiliser un langage simple et direct, éviter des jargons trop complexes. En termes d'émotion, transmettre une connexion émotionnelle pour engager l'audience. Il faut que vous réussissiez à travers votre prémisse ou votre pitch à transmettre de l'émotion, une tension narrative qui va se créer pour capter justement l'attention du public. Inclure des éléments visuels justement qui évoquent l'essence du film, ça peut être justement dans quel contexte, quel univers, etc. Et en termes de concision, l'idée c'est de garder le pitch court, idéalement entre 1 et 2 minutes si on parle en termes de pitch parlé. Parce que en général, c'est aussi la différence entre la prémisse et le pitch, c'est que le pitch va être utilisé pour une présentation orale. Voilà. La prémisse, dans un premier temps, c'est plus un outil pour nous, mais le pitch, ça va être la transmission aussi pour des producteurs, etc. Quelle importance du pitch dans le processus créatif? C'est un guide pour l'écriture, ça sert en fait de boussole pour le développement du scénario, comme la prémisse. C'est un outil de communication, ça facilite la présentation du projet aux producteurs et aux investisseurs, comme on l'a dit. En termes de feedback, ça permet de recueillir des réactions précoces et d'ajuster l'intrigue ou les personnages si nécessaire. On l'a dit pour Forrest Gump, voilà, ça peut être ça, le pitch, un homme simple avec un faible QI, influence des événements marquants de l'histoire américaine tout en cherchant à retrouver son amour d'enfance. L'accroche, c'est l'homme simple, comme on l'a dit, ça attire l'attention sur le personnage, sur ses caractéristiques, parce qu'un homme simple, a priori, il peut avoir plus de complications à s'en sortir dans la vie, a priori. En termes de conflit, l'idée c'est de chercher à retrouver son amour d'enfance, ce qui va évoquer un désir universel qui est en chacun d'entre nous. En termes de contexte, on parle d'événements marquants de l'histoire américaine, ça donne ici une portée historique et émotionnelle. Quelle différence entre pitch et prémisse? Sur la nature, la prémisse est une idée centrale distincte, le pitch c'est une présentation persuasive et engageante. Sur les détails, la prémisse est simple et concise, le pitch est plus élaboré en incluant personnages et intrigues. Sur l'objectif, la prémisse, l'idée c'est d'établir la base de l'histoire, le pitch c'est susciter l'intérêt et convaincre. En termes de durée pour la prémisse, c'est 1 ou 2 phrases, tandis que pour le pitch, ça peut aller de quelques secondes à 1 à 2 minutes. On a défini, vous voyez, on est passé de quelque chose de très général, et donc on va rentrer de plus en plus. C'est ça le processus d'écriture. On définit quelque chose de très général, et après on détaille de plus en plus. Donc vous voyez qu'on est passé d'une prémisse au pitch, et cette fois-ci on arrive à un autre terme clé qui est le synopsis. Qu'est-ce que c'est que le synopsis? C'est un résumé complet de l'intrigue qui va décrire les grandes lignes de l'histoire. Il doit inclure les personnages principaux, leurs motivations et les évolutions des événements. Le synopsis donne une vue d'ensemble du film, permettant au lecteur de comprendre rapidement l'intrigue sans entrer dans les détails du scénario complet. Quelle est la structure d'un bon synopsis? C'est comme toute bonne histoire, de toute façon c'est ça l'idée, il y a toujours une introduction, un élément perturbateur, des conflits, des péripéties, un climax, etc. etc. Donc c'est globalement cette même structure qui vient rappelez-vous-en, d'Aristote. Toute histoire est un début, un milieu, une fin. En
L'introduction, c'est la présentation du protagoniste et de son monde. Le conflit, c'est la mise en place du défi central auquel le personnage principal est confronté. L'évolution, quels sont les événements clés qui font progresser l'histoire et les personnages. La résolution, indication de la fin de l'intrigue, sans forcément révéler la fin. Il faut justement maintenir un certain suspense sur la véritable fin. En termes de ton, l'idée c'est de maintenir un ton et un style qui reflètent le genre du film. Quelques techniques pour écrire un synopsis efficace en termes de clarté, expliquer l'intrigue de manière fluide et simple sans surcharger d'informations. En termes de rythme, l'écriture doit refléter le rythme du film en passant rapidement par les événements majeurs. En termes de cohérence, c'est très important, il y a une nécessité d'assurer une transition logique entre les différentes parties de l'histoire, ne pas se contredire, et surtout éviter les détails excessifs, ne pas surcharger de sous-intrigues ou de descriptions de scènes secondaires. Ce n'est pas l'objectif du synopsis. Ce processus est à la fois pour des gens externes, mais c'est aussi pour nous en tant que scénaristes. C'est-à-dire, on ne peut pas définir directement quelque chose de très détaillé avant d'avoir défini des choses assez générales, et après on développe les détails au fur et à mesure. Quelle utilité du synopsis dans l'industrie? C'est un outil de présentation. Un synopsis convaincant est souvent utilisé pour présenter un projet à des producteurs, réalisateurs ou agents. On n'est pas forcément obligé de présenter directement. On va voir qu'il y a un autre outil de développement par la suite, mais on n'est pas obligé de présenter un scénario fini. On peut présenter un synopsis, on va le voir par la suite aussi un traitement. Et ça peut être, justement, ça permet de convaincre. Sachez qu'un scénario, c'est quelque chose qui prend du temps à écrire. Ça peut aller jusqu'à un an et demi pour écrire un scénario. Et d'où l'utilité justement de maximiser aussi son temps. On ne va pas prendre 2 ans de sa vie pour écrire un scénario, a priori, pour après voir son scénario être refusé. Donc autant tester, ça coûte moins de temps, donc moins d'argent, de partager son synopsis ou par la suite son traitement, plutôt que de partager évidemment son scénario. Il va servir aussi le synopsis de plan détaillé pour structurer le développement du scénario, et ça va permettre justement d'avoir un feedback très rapide et d'avoir des retours assez rapides sur son histoire. Exemple de synopsis, toujours sur Forrest Gump. On était passé d'un pitch assez concis. Là, on peut développer un peu plus le synopsis. Forrest, justement, un homme au cœur pur et aux capacités mentales limitées, traverse plusieurs décennies, devenant un témoin et un acteur involontaire des grands événements de l'histoire américaine. Il influence des moments clés de la guerre du Vietnam à la présidence, tout en gardant en tête son amour inébranlable pour Jenny, son amour d'enfance. Malgré les obstacles, Forrest garde sa foi dans la vie et dans sa quête pour retrouver Jenny. Vous voyez qu'ici, on a l'introduction, on présente Forrest et son monde, on a le conflit, sa quête pour retrouver Jenny tout en étant emporté par l'histoire américaine. L'évolution, ça va décrire les grands événements historiques et leur impact sur Forrest en termes de résolution. Une fin qui laisse entrevoir la conclusion sans tout révéler. Vous voyez qu'il y a une certaine forme de suspense. Est-ce qu'il va finir par retrouver Jenny ou pas, etc., etc. Là, on peut parler ici, je reviens sur le cours de world building. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est comment l'histoire, la petite histoire, j'en ai déjà parlé la dernière fois, la petite histoire de Forrest se mêle à la grande histoire des États-Unis. On raconte les deux s'entremêlent. C'est ça qui va créer de l'intérêt ici pour ce film. Vous voyez qu'à chaque fois, on va dans un outil de plus en plus complexe. Je souhaite dire quelques petits détails en plus sur le synopsis. Le synopsis, en général, ça peut être plusieurs paragraphes. En général, c'est bien d'avoir un synopsis sur une seule page, voilà, qui décrit toute l'histoire. Une fois qu'on a notre synopsis, on passe au traitement, qui est un nouvel outil. En l'occurrence, le traitement, c'est un document détaillé qui expose l'histoire au complet, en fait. Ça va décrire les personnages, les thèmes, les déroulements des événements, sans entrer cette fois-ci. C'est ça la différence avec le synopsis, avec le script final. Il n'y aura pas de dialogue. On décrit les scènes de façon très précise, comme si on était en train d'écrire le scénario, mais sans les dialogues. Et sans les détails techniques. Il se situe entre le synopsis, justement, c'est le lien entre le synopsis et le scénario complet, où on parle aussi de script.
Quelle importance du traitement? L'idée, c'est de clarifier la vision. Le traitement permet de visualiser et structurer l'histoire avant d'entrer dans les processus d'écriture du scénario. L'idée, c'est de communiquer l'idée. C'est un outil essentiel pour partager l'essence du film avec les producteurs, les réalisateurs et autres parties prenantes, ce qui va faciliter la discussion avant la mise en production. Et surtout, on l'a dit, écrire un scénario complet avec les dialogues, ça prend beaucoup de temps. L'idée, c'est de réduire les erreurs. Ça va aider à identifier les incohérences ou lacunes dans l'intrigue avant d'aller plus loin, ce qui va garantir une base solide pour le scénario. Quel est le contenu du traitement? En fait, c'est un développement plus poussé du synopsis, toujours une description détaillée des personnages principaux et de leur arc narratif. En termes d'intrigue, le déroulement de l'histoire avec les événements majeurs, les rebondissements et la progression de l'intrigue. En termes de thématique, les idées principales et les messages du film qui peuvent être explorés plus profondément qu'un synopsis. Et sur le style, ça doit refléter évidemment le ton et le genre du film, si c'est dramatique, si c'est comique, etc. Quelle est la différence entre traitement et scénario? Donc on l'a dit, globalement, le synopsis, c'est idéalement entre une demi-page et une page. Le traitement, lui, va aller au-delà, donc on va dire entre 5 et 20 pages. Globalement, gardez en tête que c'est plutôt entre 10 et 20 pages. Voilà. Sur le style, le traitement, c'est de la prose, donc il n'y a aucun dialogue. Le but, c'est de dresser le portrait de l'histoire, des personnages et de la progression dramatique. C'est ici qu'on commence à créer un tissage des scènes et on commence à faire une sorte de pré-montage et on commence aussi à élaborer le rythme de son film. La différence avec le scénario, le script final, donc la longueur du scénario, lui, se situe en moyenne entre 90 et 120 pages, selon la durée du film. On va y revenir par la suite, justement. Il faut comprendre quelque chose sur le script, c'est qu'une page d'un script avec des dialogues correspond en moyenne à 1 minute du film. D'où l'idée d'avoir entre 90 et 120 pages, parce que 90 c'est 90 minutes, donc c'est 1h30, et 120 pages c'est 2 heures de film. Le style du script, c'est un formatage strict avec dialogue, description de scènes et action des personnages. Alors je vous laisserai lire ici, parce que je ne vais pas le lire sur ce cours, mais vous pouvez voir un exemple de traitement de Forrest Gump qui est un peu plus poussé que le synopsis. N'hésitez pas à faire pause et à lire justement un exemple de traitement, ici qui est sur une première page de Forrest Gump. Et on peut faire juste une petite analyse une fois que vous avez lu ce traitement. Il y a toujours la présentation de Forrest Gump comme un personnage simple avec des capacités mentales limitées, mais doté d'une grande pureté d'âme. Ce premier aperçu du personnage nous permet de comprendre qui est Forrest malgré ses limitations et capable, justement ce personnage est capable de réaliser des choses assez extraordinaires. On a l'introduction des thématiques. Les thèmes centraux ici sont la destinée, l'innocence et l'amour inconditionnel. L'image de la plume symbolise ici la manière dont Forrest navigue dans la vie. Il se laisse porter par les événements sans chercher à les contrôler. On a ici évidemment, ce qui est très important, la relation avec les autres personnages, avec sa mère, avec Jenny, etc. On a une mise en place de l'intrigue. Le traitement montre comment un simple événement, la course de Forrest, lance l'intrigue et permet à Forrest d'acquérir une reconnaissance inattendue, qui va préparer justement le spectateur à une série d'événements extraordinaires lors de sa vie en fait. Et ici l'objectif du traitement, ce document fournit une version narrative complète. Là, évidemment c'est un traitement qui est très court, il doit être beaucoup plus développé, mais c'est un exemple ici pour notre cours à nous. Et ça doit mettre justement l'accent sur l'évolution des personnages et des thématiques. Le traitement introduit les événements clés tout en maintenant une distance technique pour laisser place à des ajouts lors de la rédaction justement du scénario. On va s'intéresser cette fois-ci un peu plus au dialogue. Qu'est-ce qu'un dialogue? Les dialogues sont les répliques échangées entre les personnages. Ils révèlent la personnalité, les motivations et les émotions des personnages, tout en faisant avancer l'intrigue. Les dialogues doivent être absolument, c'est une nécessité, ils doivent être naturels, percutants, succincts et refléter la voix unique de chaque personnage. Chaque personnage a un background, un statut social. En fonction du statut social, on ne parle pas exactement de la même façon. Et tout ça doit jouer un rôle crucial dans la transmission des émotions et dans la façon dont le public se connecte avec nos personnages.
Les caractéristiques de bons dialogues, c'est une certaine forme d'authenticité. Les dialogues doivent sonner vrais, être adaptés aux circonstances et aux personnages qui les prononcent. Ils doivent, en termes d'émotion, permettre d'exprimer des sentiments profonds sans avoir besoin de descriptions longues ou explicites. Toujours, on l'a dit, hein, la concision est maîtresse. Chaque mot compte, surtout dans le cinéma où l'image complète le dialogue. Un dialogue doit être bref mais signifiant. Je vous rappelle que les contraintes du cinéma sont le fait qu'on a un temps maximum. On ne peut pas, comme un roman, déborder sur d'autres pages pour décrire des sentiments et des émotions. Quel rôle des dialogues dans la caractérisation? Les répliques permettent de révéler la psychologie d'un personnage. Par exemple, un personnage éloquent montrera une confiance en soi, tandis qu'un personnage plus hésitant, ou bref, dans un premier temps, on peut jouer là-dessus, montrera de la timidité ou de l'incertitude. Dans Forrest Gump, il y a une phrase qu'ont retenu les spectateurs, et à juste raison. À un moment donné, Forrest Gump dit « Je ne suis pas un homme malin, mais je sais ce que c'est que l'amour. » Vous voyez, cette phrase très simple, très anodine, résume à elle seule l'essence du film, l'essence de qui est Forrest Gump, de sa conscience en soi. Il connaît ses limites, mais il connaît aussi ses forces. Et c'est ce qui rend cette phrase touchante. Et on arrive comme ça à se rattacher et à se connecter émotionnellement au personnage de Forrest. Les dialogues doivent faire avancer l'histoire. Hein. Donc chaque dialogue doit avoir une fonction dans l'intrigue, que ce soit pour révéler une information clé, poser un dilemme ou développer une relation. Forrest Gump, une phrase de Forrest, justement, il dit « Je courais juste parce que je le pouvais ». Ce dialogue, qui est pourtant simple, illustre la progression de l'histoire de Forrest tout en révélant sa simplicité face aux événements de sa vie. Il faut, d'un certain côté, hein, le cinéma c'est une expérience où l'audience se déplace pour quelques heures d'évasion. Il faut marquer la mémoire des spectateurs. Donc on peut les marquer évidemment par l'image, on peut les marquer par le son, etc. Mais en termes de dialogue, il faut aussi réussir à les marquer par des dialogues mémorables. On se souvient tous de cette fameuse phrase de Forrest Gump. Le film commence par cette phrase « La vie, c'est comme une boîte de chocolat ». Vous voyez, c'est une phrase simple, mais qui résonne très fortement en nous, qui évoque beaucoup de choses. Donc la vie, déjà, c'est une métaphore, et comme une boîte de chocolat, ça évoque, même visuellement en nous, des parfums, ça évoque des goûts positifs, et ça évoque aussi des expériences qu'on a, une expérience simple qu'on a toutes et tous vécue. Justement, ce dialogue emblématique va résumer l'essence de Forrest Gump, une sagesse innocente et un regard simple mais profond sur la vie. Ça va capturer l'idée que la vie est imprévisible et pleine de surprises, tout en révélant la nature naïve et philosophique de Forrest Gump. Ces dialogues vont marquer les esprits des spectateurs, qui sont à la fois poétiques et universels, et justement, c'est ça qui va créer une connexion immédiate avec le public. On l'a dit, le montage, ce n'est pas que pour les monteurs. En tant que scénariste, on raisonne dès l'écriture du script, on raisonne en termes de montage. Le montage, je vous ai dit, c'est le tissage des scènes. Pourquoi on met une scène ici? Pourquoi on passe d'une scène A à une scène B sans transition ou avec transition? Pourquoi on situe une action positive après une action négative, etc., etc. Évidemment, on a déjà parlé aussi à la notion de rythme. Le montage à l'écriture consiste justement à structurer et enchaîner les scènes et séquences de manière à donner du rythme cohérent au récit. Il faut penser au montage dès l'écriture, ce qui va permettre d'aider le scénariste à imbriquer les scènes, les moments spécifiques de l'histoire et les séquences. Donc les groupes de scènes cohérentes. Donc, scène, c'est un moment spécifique de l'histoire et une séquence, c'est un ensemble de scènes cohérentes, donc qui sont maintenues par les mêmes actions, la même temporalité. Justement, l'idée c'est de créer une fluidité narrative et à captiver le spectateur. Donc la scène, hein, pour revenir sur ces termes clés, une scène ça va représenter un moment particulier, souvent avec une unité de temps et de lieu.
par exemple une discussion entre deux personnages dans un café. Une séquence, ça va regrouper plusieurs scènes liées à une thématique ou à une action qui ensemble forment justement une unité narrative. Par exemple, une suite de scènes montrant un personnage en voyage. C'est-à-dire qu'en gros, ce personnage en voyage, on peut voir toutes les transitions, il passe d'un pays à un autre, et ça forme une seule séquence parce que ça forme une unité narrative. En termes d'importance de la cohérence, l'enchaînement naturel des scènes en séquence permet de développer une idée ou un sentiment renforçant la progression de l'histoire. Le montage narratif est l'art de structurer l'histoire pour maintenir le suspense, l'émotion ou l'intérêt. Les scènes sont pensées pour se succéder de manière logique et fluide. En liant chaque scène de manière fluide, le scénariste, justement, va guider le spectateur sans rupture, rendant le récit plus immersif et évitant les coupures brusques qui pourraient rompre l'attention. Le montage rythmique, ici, en l'occurrence, c'est la structuration rythmique va influencer la vitesse de l'histoire. Un rythme plus rapide garde le suspense, tandis qu'un rythme plus lent invite justement à la réflexion. Notre but, c'est de jouer là-dessus. Sur l'enchaînement des séquences, passer d'une séquence intense à une séquence plus calme crée des contrastes et permet de mettre en valeur les moments clés, offrant des respirations qui vont justement dynamiser le récit. Le montage scénique dans Forrest Gump, justement, chaque scène est intégrée dans une séquence qui couvre les étapes de vie de Forrest, de l'enfance à l'âge adulte, et qui s'entremêle avec des moments historiques. Le montage scénique va, en emboîtant scènes et séquences de manière fluide, va relier le parcours individuel de Forrest à des événements collectifs, ce qui va créer un effet de continuité et une forte implication émotionnelle du spectateur. En termes de rythme, on en a parlé de multiples fois dans le cours précédent, le rythme dans un scénario est la vitesse à laquelle les événements et émotions se succèdent. Il va contribuer à donner le ton et à structurer l'émotion des scènes pour immerger le spectateur. Un bon rythme maintient l'intérêt du public et met en valeur les moments clés de l'histoire. Le rythme s'adapte justement aux différentes émotions du récit pour créer une expérience plus captivante. Quand on parle de rythme, si vous êtes bercé par la musique, si vous faites de la musique, c'est comme le rythme musical, il faut raisonner à l'écriture de son scénario et même à l'écriture de ses dialogues. Vous pouvez faire le parallèle avec le rythme musical. Il faut que votre histoire sonne bien de façon narrative, voilà. Qu'il y ait un bon rythme, qu'il y ait un rythme équilibré entre des scènes très intenses, des scènes avec des fortes tensions narratives et des scènes où on se relâche, où on prend un peu plus sa respiration. On l'a dit, les rythmes rapides, les scènes joyeuses, légères ou excitantes bénéficient souvent d'un rythme rapide. Cela garde de l'énergie du récit et entraîne le spectateur. Les rythmes lents, eux, sont des moments émotionnels, d'introspection justement, du personnage qui réfléchit sur lui-même ou qui réfléchit sur sa situation ou pourquoi pas sur le monde. Quelques techniques pour contrôler le rythme, la structuration des scènes. L'idée c'est de raccourcir ou allonger les scènes pour varier le rythme. Des scènes plus courtes créent une sensation de mouvement, tandis que des scènes plus longues instaurent une atmosphère. Sur les dialogues et les actions, des dialogues concis et des actions dynamiques créent un rythme rapide. À l'inverse, les dialogues introspectifs et les actions lentes ralentissent le rythme, permettant justement une immersion plus profonde. Des fois, on l'a dit, la structuration qu'on a en tête, celle d'Aristote, qui est toute histoire, ce qui forme un tout, c'est un début, un milieu, une fin. Ça, c'est pour la grande histoire. Mais on peut, évidemment, et on doit raisonner chaque scène, chaque séquence. Il y a un côté fractal, c'est-à-dire qu'en gros, cette idée de un début, un milieu, une fin se répercute sur des séquences et des scènes. Voilà. Donc chaque scène doit avoir un début, un milieu, une fin. Chaque séquence doit avoir un début, un milieu, une fin, etc. etc. L'histoire elle-même ayant un début, un milieu, une fin. Mais des fois, justement, pour accélérer le rythme, des fois, on n'est pas obligé de commencer une scène par le début. On peut commencer une scène directement par une action en cours. On l'a vu, on peut parler de la technique de in medias res, justement. Pas besoin d'exposer. Et de la même façon, pour aussi accélérer le rythme de son scénario, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la résolution au niveau d'une scène. On peut couper net pour créer un suspense supplémentaire et accélérer le rythme de l'histoire. Vous voyez, c'est comme ça qu'on joue. Si vous gardez en tête cette structuration de
il y a un début, un milieu et une fin, vous pouvez jouer sur le début, le milieu et une fin, enlever, pourquoi pas le début, enlever la fin, rendre le milieu plus compressé ou plus étendu. Vous voyez, donc c'est sur ces trois niveaux-là qu'on va pouvoir jouer sur le rythme. L'idée, c'est d'enchaîner des scènes avec le rythme global. Il doit y avoir une alternance, varier les scènes rapides et lentes, justement, voilà, pour éviter la monotonie. Sinon, encore une fois, il faut comprendre du point de vue du spectateur ce qui se passe. Hein. Quand c'est trop lent, on s'ennuie. Quand c'est trop rapide, c'est usant, c'est fatigant d'un certain côté. Et en termes de montage et transition, le montage final joue un rôle dans la gestion du rythme. La succession rapide ou lente des scènes modifie la perception de l'histoire, ce qui rend certains moments plus marquants. Quelques exemples de rythme avec Forrest Gump. Il y a des moments de scène heureuse. Les moments où Forrest est heureux ou en pleine réussite sont rythmés rapidement pour transmettre la joie et l'excitation de ces périodes. Et les moments tristes, les scènes de tristesse, comme celle concernant Jenny, ralentissent le rythme pour permettre au spectateur de ressentir la gravité des événements. Et ce rythme plus lent, justement, va ajouter de la profondeur émotionnelle à l'histoire. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que les scènes rapides sont plus propices à l'action, à des scènes heureuses, etc. Et alors que les scènes plus lentes permettent de se connecter encore plus émotionnellement avec nos personnages. On arrive enfin au script. Donc on a vu, on est passé de la prémisse au pitch, puis au synopsis, puis au traitement, puis à l'intégration des dialogues justement, comment écrire des bons dialogues, et on arrive enfin au script. Donc le script ou scénario final, hein, c'est la version complète et prête pour le tournage d'une œuvre cinématographique. Ça va intégrer tous les dialogues, voilà, les descriptions, les didascalies. Les didascalies, ce sont les indications scéniques. Par exemple, dire qu'un personnage est en train de fumer, un personnage est en train de manger en même temps, qu'il parle, etc., ou il se penche, ou il se lève, etc. Justement pour guider l'équipe de production. Le script est le document phare, c'est le document de référence de tout film. Et en cela, on n'a pas assez dit, hein, le cinéma c'est une industrie, c'est-à-dire qu'il comporte plein de départements, département réalisation, la régie, département du montage, et il servira de référence à tous les départements tout au long de la production d'un film. Il va convertir l'intention créative du scénariste en une structure compréhensible, permettant à chaque acteur de la production de donner vie à l'histoire selon une vision justement partagée. Quelle est la structure d'un script au cinéma? Il y a un format standard, et ça il faut absolument le respecter. Et je vous invite à voir, si vous le souhaitez, des exemples. Il y en a sur ideonote.com de scripts réels, et vous pouvez en trouver plein sur internet, de films, voilà. Mais il faut absolument respecter ce format standard. Donc d'abord, il faut numéroter ces scènes. Chaque scène est numérotée pour faciliter le suivi. Il y aura scène 1, scène 2, etc. Il faut définir le lieu et le temps. C'est très important, on va le voir aussi pourquoi. Donc chaque scène débute par une en-tête précisant le lieu. Donc on dit tout d'abord, est-ce que c'est une scène intérieure ou extérieure? Vous comprenez que on ne filme pas, ce n'est pas les mêmes moyens qui sont utilisés pour filmer une scène en intérieur ou en extérieur. En extérieur, il faut déplacer toute une équipe cinématographique, donc les acteurs, la régie, etc. La lumière et le son, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, ça nécessite beaucoup plus de moyens. Alors qu'une scène intérieure va nécessiter, on est dans un endroit clos, ça va a priori nécessiter moins de moyens. Et évidemment, très important, le moment, jour et nuit. Pourquoi aussi jour et nuit? Vous comprenez que la luminosité, on est sur un médium visuel, la luminosité est la clé du cinéma, vraiment pour donner du relief à une image. Vous comprenez que si on tourne en plein jour, on a tout d'abord de la lumière, c'est basique, et on a un temps limité de lumière, c'est-à-dire que il y a un moment donné de la journée où la luminosité sera maximale, et donc on va pouvoir tourner qu'à ce moment-là. Donc ça c'est très important, vous voyez que c'est pas juste des détails narratifs, c'est aussi des détails de production. Et la nuit évidemment nécessite par définition, durant la nuit il y a moins de lumière, donc il y a des contraintes spécifiques liées à la lumière. Donc, tous ces détails
au-delà d'être des détails pour nous en tant que scénaristes, sont aussi des détails de production cinématographique. Dedans, il y aura aussi évidemment les dialogues et les actions, les répliques sont centrées, il faut que tous les dialogues soient centrés en fait, donc ils ne soient pas à gauche ni tout à droite, ils sont toujours centrés. Et les descriptions sont à gauche, donc les descriptions de scène sont à gauche justement, et indiquent les actions des personnages. On l'a dit, il faut que ça soit écrit au présent de façon concise, c'est au présent de l'indicatif, et ça va permettre, on l'a dit, une clarté maximale pour que chaque membre de l'équipe comprenne l'action à filmer sans surcharger le document. Quelles sont les normes de présentation pour un script? Tout d'abord la pagination. Une page de script, on l'a dit, correspond approximativement à 1 minute de film, bien les paginer évidemment. En termes de police de caractère, il faut utiliser la police de caractère, c'est la convention, la police de caractère qui s'appelle courrier new ou équivalent en taille 12. Cette police, comme je l'ai dit, est un standard pour son espacement uniforme, facilitant le calcul du temps à l'écran justement. Ça, il faut absolument le respecter. Pour les didascalies et les alinéas, les didascalies, on l'a dit, ce sont des indications pour le jeu. Les mouvements sont justement, elles sont en italique et souvent en minuscules pour se démarquer des dialogues. Pour les alinéas, les dialogues sont centrés avec des marges standardisées. On dit que les descriptions sont alignées à gauche avec des alinéas de 5 cm pour les différencier. Il y a des logiciels pour écrire des scénarios, évidemment. Évidemment, la grande majorité sont payantes. Il y a d'autres moyens gratuits pour le faire ou pour s'en approcher. Le plus connu des logiciels étant Final Draft. C'est une référence dans l'industrie. Ça va offrir des outils d'organisation et de collaboration. Les avantages, c'est des fonctions très avancées, prise en charge de la numérotation et des marges automatiquement. Et les inconvénients, c'est que, évidemment, c'est adapté à l'industrie cinématographique, donc il va y avoir des coûts assez élevés. On peut avoir aussi en tête Movie Magic Screenwriter, qui est aussi payant. C'est recommandé pour son support technique et ses fonctionnalités complètes. Les avantages, c'est qu'il y a des outils pour la gestion de scènes et de production, mais ça peut être un peu moins intuitif que Final Draft. On résume, donc les composantes essentielles du script, ce sont les dialogues. Les répliques des personnages doivent refléter les personnalités et les émotions. Dans un bon script, chaque réplique a un rôle précis et contribue au développement de l'intrigue. On verra que quand on écrit quelque chose, de toute façon, on écrit une première version, on va avoir des retours, même nous, il y a un processus de relecture, on se relit, et l'idée, au bout d'un moment, c'est de supprimer ce qui ne fonctionne pas, ou alléger soit des dialogues, soit des scènes, etc. Et il ne faut pas avoir peur justement de couper dans son scénario, que ce soit des dialogues inutiles ou des séquences, des scènes ou des séquences entières qui finalement ne contribuent pas ou n'apportent pas grand-chose en termes d'émotion au scénario. On a les actions et les descriptions. Les actions des personnages, on l'a dit, les descriptions, l'idée c'est pas d'entrer dans les détails techniques, mais c'est fondamental pour créer l'ambiance et guider la mise en scène. Avoir en tête les subtilités dans le script, certains détails comme les gestes ou expressions faciales des personnages sont intégrés dans le script pour renforcer l'impact émotionnel. On l'a dit, des fois, ce n'est pas un dialogue qui parle plus. Une micro-expression peut signifier beaucoup plus qu'un mot. Et ces éléments visuels vont contribuer justement à une expérience immersive sans nécessité de dialogue supplémentaire. Quelques exemples dans un script comme celui de Forrest Gump. Ces détails vont rendre le personnage de Forrest attachant et immersif et donnent aux acteurs et aux réalisateurs des indications claires pour transmettre la vision du scénariste. Ça qu'il faut comprendre, c'est que le script, c'est un outil narratif pour le scénariste, mais c'est un outil qui est l'outil central pour tous les départements cinématographiques. Je vous invite à cliquer sur ce lien ou à le retrouver par vos moyens, c'est de voir le script intégral de Forrest Gump, justement par Eric Ross, qui est en anglais. N'hésitez pas à le lire si vous lisez bien l'anglais, ou même à le voir pour le visualiser, pour voir à quoi ressemble un véritable script, et à penser à tout ce qu'on a vu ensemble depuis le début. Je mets ici un extrait, qui a été aussi une traduction en français. Globalement,
ça vous donne comme ça un aperçu d'un script réel. Donc, très rapidement, hein, pour analyser très rapidement, si vous avez fait pause, il y a le contexte, le cadre, il y a toujours le lieu. Voilà, on définit à chaque fois le lieu, le temps, est-ce que c'est de jour ou de nuit, le personnage principal, les thèmes principaux, voilà, la course comme métaphore de la vie, l'innocence et la simplicité. Donc voilà, tout ça c'est très important. En termes d'éléments narratifs, il y a la voix off. Si vous utilisez une voix off, il faut le dire, l'écrire. Ça permet de découvrir les pensées intérieures de Forrest, c'est très important, hein, il faut le mettre dès le scénario, c'est très important. Et ça va souligner son sentiment d'émerveillement et d'étonnement face à ses propres actions. Entre les transitions entre les lieux, il y a évidemment les déplacements géographiques de Forrest. Il passe d'un endroit à un autre. Ça va refléter son évolution personnelle. Chaque nouvel endroit représente justement une nouvelle étape dans son voyage, tant physique qu'émotionnel. En termes de symbolisme, on parle de la casquette de Booba Gump. Ça représente ses liens avec son passé et ses amis, Booba et Jenny. Ça évoque le mélange d'amitié, de perte et de souvenirs qui le motivent. On a différents paysages traversés. Ça évoque la beauté et la diversité de l'Amérique, ce qui renforce le sentiment en fait d'aventure. Et la nature devient un compagnon constant dans son cheminement. C'est comme un personnage ici, peut-être un des meilleurs amis, de Forrest. En termes d'impact émotionnel, ça crée une connexion avec le public. La simplicité de Forrest le rend attachant et on peut y croire et s'y rapprocher. Ses pensées sur sa famille et ses amis touchent l'universalité des émotions humaines. Enfin, c'est la dernière chose en tant que scénariste, même si le script est un objet vivant, il faut comprendre ça. Donc là, on n'est même pas à l'étape du tournage. Même sur le tournage, le scénariste a un rôle à jouer et va pouvoir faire des modifications. Mais avant d'arriver au tournage, il faut évidemment se relire et réécrire. Donc ça, c'est une nécessité. Qu'est-ce que c'est que la relecture et les réécritures? C'est le processus d'examen et de modification d'un scénario. On a eu des feedbacks des collègues scénaristes ou des proches ont lu le scénario et nous ont indiqué qu'il faut absolument reprendre à son compte les retours de ses proches et de ses collègues pour pouvoir améliorer son scénario. Il ne faut absolument pas se dire que, en tant que scénariste, on a la vérité incarnée. Il faut avoir absolument une vision extérieure. Une fois que les gens ont relu, nous aussi on va relire, on va prendre en compte ces retours et justement changer, voire modifier, voire supprimer des choses qui n'étaient pas très utiles finalement au scénario. On peut aussi travailler avec un script docteur. Qu'est-ce qu'un script docteur? C'est un professionnel engagé pour apporter un regard critique sur un scénario, souvent en dehors de l'équipe de production justement, donc il est plus objectif. Nous, on est toujours subjectif quand on écrit un scénario, donc c'est comme un petit bébé en fait, qu'on voit naître et qu'on porte depuis un long moment. Et donc le script docteur, lui, va pouvoir identifier les points faibles et proposer justement des améliorations. Pourquoi la révision du script est essentielle? En termes de clarté et de cohérence, la révision permet d'identifier les incohérences dans l'intrigue et les personnages. Des fois, quand on est dedans, des choses qu'on oublie ou qu'on ne voit plus. L'idée, c'est de s'assurer que le message et le ton du scénario sont clairs et bien définis. En termes de développement de personnages, ça va favoriser une exploration plus profonde des motivations et des arcs narratifs des personnages. Ça permet d'ajuster les dialogues pour les rendre plus authentiques et engageants. Ça va évidemment, le rythme est essentiel. On va pouvoir ajuster la structure narrative pour maintenir l'attention du public, éliminer les longueurs et les répétitions, ce qui va garantir un bon flux narratif. Évidemment, avec les feedbacks externes, on en a parlé, les script docteurs vont apporter cette perspective nouvelle et favoriser l'intégration de suggestions constructives pour renforcer notre scénario. Voilà tout, ce cours est terminé et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours.